faudrait montrer comme geste, comme attitude, comme geste et comme attitude de Truffaut pour faire un portrait exact de lui. Est-ce qu'il faudrait le voir marcher? Est-ce qu'il faudrait le voir manger? Il faudrait... Oui, il faudrait le voir marcher. Mais il y a beaucoup d'habitudes, on peut appeler ça l'éthique, qu'il a perdu. D'abord, il se rangeait les ongles, il se les range plus. Et puis, cette chose comme ça avec la veste. Et ce qu'il a de très particulier, c'est son rire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il a un rire d'enfant. Parce qu'il a un visage assez clos. Hein? Il y a juste les yeux qui vivent comme ça. Et le rire est un véritable éclatement. Et puis... Quand il mange? Bah, il fait pas attention à ce qu'il mange. Je crois pas qu'il sache reconnaître une côte d'agneau d'une côte de porc ou d'un beefsteak. Quand il marche, alors il regarde ou il ne regarde pas? Ça dépend parce que il peut être très attentif et il peut être aussi excessivement distrait, vous voyez. Il a une sorte de... quelquefois une sorte de regard intérieur. Peut-être plus en compagnie que seul dans la rue. Donc je dois vous avouer que je ne l'ai jamais surpris seul. Enfin, c'est le comble de l'indiscrétion. Et il a une très grande faculté à s'isoler. Moi, je l'ai remarqué. Est-ce que, prenons un paysage, n'importe lequel, s'il a à choisir entre un très beau paysage, puis le même filmé, lequel préfère-t-il regarder, à votre avis? Celui qui est filmé? Oui. Ah oui, je crois. Est-ce que Jeanne Moreau a dit la vérité? Oui, oui, absolument, certainement. En tout? Je crois, oui. C'est curieux, manger, bon, d'accord. C'est vrai, je vous ai vu manger, vous êtes assez distrait, puis vous n'aimez pas ça. Vous n'avez pas tellement Non, mangé. j'aime bien que ça aille vite. Ce qui est plus frappant, peut-être, c'est le fait que vous préfériez, par exemple, regarder ou voir la vallée du Nil ou la cathédrale de Chartres filmée plutôt qu'en direct, plutôt qu'au naturel. Oui, c'est ça, je crois que j'aime mieux le reflet de la vie, peut-être que la vie elle-même. Parce que la vie elle-même, je ne la crois pas aussi satisfaisante qu'un film. Elle est satisfaisante, on a des moments agréables dans une journée, mais ils ne sont pas gradués, ils sont séparés par des temps morts terribles. Je ne crois pas que vous trouviez quelqu'un qui vous dise que la vie dans une grande ville est agréable, par exemple. Oui, mais on peut admirer un paysage, on peut admirer un monument, non? C'est Oui. plus facile dans un film. Oui, j'admire pas ce qui est naturel, j'admire l'interprétation qu'on en a fait. Donc c'est vrai que j'admirerais ce paysage au cinéma ou ce monument au cinéma. Parce qu'un sentiment l'accompagne? Un sentiment l'accompagne. D'ailleurs, même le paysage, je ne l'admirerais pas au cinéma. Je déteste le documentaire. Il faut en plus qu'il y ait une fiction. Il faut évidemment, et je crois que c'est certainement la raison pour laquelle j'aime tellement le cinéma, c'est que la beauté y est accidentelle, vous voyez. Si vous parlez de la vallée du Nil, bon, bah, la vallée du Nil, dans un documentaire, vous montrez que vous avez filmé la vallée du Nil, ça sous-entend que vous trouvez ça beau. Je trouve déjà ça immodeste, suspect, oui. Tandis que si vous avez des amoureux qui se disputent ou qui s'aiment, ça n'a pas d'importance. C'est que derrière eux, il y a la vallée du Nil, vous donnez l'impression que c'est accidentel, vous donnez l'impression que vous ne savez pas que c'est beau. Et c'est pourquoi j'aime le cinéma, je crois, on peut n'avoir l'air de rien. Ça, je trouve ça formidable. Et on continue? C'est un volet c'est un portrait en 3 volets. Hein? Il a un visage assez froid spontanément, et quand on lui parle d'enfant, par exemple, Oui. immédiatement son visage change. Oui. D'ailleurs, François, pour moi, c'est le début de l'adolescence. Je trouve qu'il est très, très attaché à cette période de sa vie. D'ailleurs, ses goûts se sont formés un peu à cette époque. J'ai l'impression que tout ce qu'il a découvert à ce moment-là l'a marqué profondément. Que ce soit le théâtre de Guitry, que ce soit les films qu'il ait vus à cette époque, les chansons de Trenet. J'ai l'impression que ça a été vraiment très important dans sa vie. D'ailleurs, ce rire dont je vous parle rappelle le garçon de 11 ans. Moi, j'ai l'impression que je l'ai connu.
Vous n'avez apporté qu'un objet personnel. On vous avait demandé d'apporter un objet personnel. Et c'est en effet une photo de Guitry dernière, je pense, presque la dernière que vous avez... C'est ça. On m'avait demandé un mobile parce que c'est un objet qui bouge et c'est vraiment le contraire du mobile. C'est une photo et la photo d'un homme qui est mort. Mais enfin, c'est une photo qui est, oui, importante pour moi parce que, enfin, elle est dans mon bureau, à vrai dire. Sacha Guitry était entre autres cinéaste et il a fait du cinéma vraiment jusqu'à la mort, puisque vous le voyez là en train de monter son dernier film et on lui a amené la table de montage devant son lit de mort. Dernier élément du portrait, ce que c'est que de travailler avec vous, François Truffaut, metteur en scène. Qu'est-ce que c'est que travailler avec Truffaut? Enfin, comment ça se passe? C'est très particulier. C'est très particulier parce qu'on n'a pas l'impression de travailler. D'ailleurs, pour nous autres acteurs, tourner, ça n'est pas travailler. Vous le savez comme moi, la notion de travail n'est pas du tout la même. Mais en plus, François crée une atmosphère sur un plateau qui est un peu l'atmosphère d'un divertissement, d'un moment qui est volé à la vie. C'est-à-dire qu'on est une équipe de techniciens, de comédiens, et puis François fait un film, il a un sujet. La vie communautaire est très, très légère, entièrement consacrée à ce que veut faire François Truffaut. Et lui entretient une atmosphère vraiment de légèreté, de collaboration intime. Enfin, tout le monde est absolument sur le même niveau. Il n'y a pas de sérieux exagéré, de cris, de gravité forcée. On filme des moments comme ça qu'il découvre, qu'il provoque, qu'il est à même de provoquer instantanément. C'est pas un homme qui donne des indications, c'est pas un homme... On a l'impression qu'il vit et qu'il regarde vivre les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Enfin, je veux dire, comme quand il demande... il indique une scène, il n'indique pas de scène? Comment ça se passe? Un jeu, je veux dire. Enfin. Non, dans Jules et Jim, il ne m'a jamais rien indiqué. Absolument rien. Alors c'était le début où nous nous connaissions et sa timidité excessive faisait que nous nous rencontrions sans parler beaucoup. Et les choses que François avait à me dire, il me les disait par lettres ou bien par des amis communs. Il me faisait transmettre des idées qu'il avait sur le film ou sur le personnage. Mais je ne peux pas dire que j'ai jamais eu François en face de moi me disant, bon, écoutez, Jeanne, nous allons tourner tel film et j'aimerais que vous fassiez telle ou telle chose, ou je pense que le personnage est ceci ou cela. Jamais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'urgence, alors, parce que faire dire ou écrire, c'est... Non, tout ça a été préparé longtemps à l'avance. Pour La mariée était en noir, c'était un petit peu différent. J'ai simplement eu une indication par un ami commun à qui il avait dit le personnage de Jeanne dans La mariée, pour moi, c'est quelqu'un qui est efficace, qui a quelque chose à faire. Je ne vois pas de nuance pour le moment, mais pour moi, c'est quelqu'un comme Coutard ou comme Humphrey Bogart. Alors, cette personne a pensé que ça m'intéresserait, me l'a transmis, et je me suis trouvée là comme une poule avec un couteau. Parce que pendant le tournage, François ne s'est absolument pas occupé de moi. Il s'est occupé des hommes, parce que la situation des hommes était très délicate. C'est toujours très délicat pour un acteur d'arriver, de tourner 5 jours, de mourir et de s'en aller. Alors, le premier commençait le film, il était frustré au bout de 5 jours. Fini, mon vieux, t'es mort, tu t'en vas. Le deuxième, lui, arrive en cours de tournage, un peu gêné de voir que le film avait trouvé son rythme, qu'il y avait une certaine camaraderie dans l'équipe. Alors celui-là, il fallait le mettre dans l'ambiance. Pouf, 5 jours, il est mort. Puis comme ça, jusqu'à la fin. Dans ce film, vous étiez quelqu'un pour lui, enfin, un personnage relativement accessoire, enfin facile à vivre, quoi. Oui, certainement, François a pensé qu'en tant que comédienne, il n'avait pas tellement d'indications à me donner. Mais inconsciemment, c'était m'imposer cette solitude auquel le personnage était condamné. Vous voyez, indirectement,
il a provoqué en moi cette impression de solitude, cette femme qui est entièrement consacrée, qui consacre sa vie entièrement à la vengeance et qui est obligatoirement hors du monde normal. Donc, à chaque film, je vous dis, l'ambiance est totalement différente. Pourquoi préférez-vous donner des indications indirectement, enfin faire dire plutôt que dire? Oh, c'est pas vraiment faire dire, c'est-à-dire que je n'ai pas pensé en disant à un ami, voilà ce que j'attends de Jeanne, je n'ai pas pensé qu'il allait lui répéter. Je le pense si c'est vraiment important, j'envoie. C'est vrai que je peux envoyer une lettre. Mais je ne sais pas, parce que je crois que une ou deux grandes décisions suffisent pour un grand rôle, vous voyez. Ce qui est difficile et long à expliquer, c'est un petit rôle, quelqu'un qui vient effectivement pour peu de temps et qui ne va pas très bien comprendre ce qui se passe dans le film, mais il y a une telle amitié entre Jeanne et moi depuis 10 ans que dans La mariée était en noir, par exemple, je pensais qu'on faisait le film ensemble et que ces hommes qu'elle allait tuer dans l'histoire, ces 5 hommes qu'elle allait rencontrer et tuer, c'était un peu comme nos invités, comme justement si on faisait une émission de télévision et que ce soit nos invités qui arrivent. Donc on devait s'occuper de nos invités. Et elle s'en occupait aussi parce que j'ai remarqué que les hommes qui tournent avec Jeanne, bien qu'elle soit très rassurante, très amicale, mais probablement à cause de cet énorme prestige qu'elle a, ces hommes ont un trac très grand. Et évidemment, si le rôle ne dure que 3 ou 4 jours et que déjà toute la première journée est un peu affaiblie à cause de ce trac, c'est très embêtant. Alors j'attendais d'elle qu'elle m'aide, au fond, à les mettre à l'aise, à les rassurer. Enfin, vous ne lui avez pas dit vous-même, donc vous avez préféré qu'elle le sache autrement. Je lui ai fait pas dire directement les choses. Oui, pas directement, non. Enfin, c'était un film où, parce qu'elle tuait 5 hommes pour des raisons de vengeance idéaliste, on ne va pas raconter le sujet du film, je ne voulais pas qu'elle montre des sentiments, et l'expression exacte que j'avais employée, je crois, c'est « il faut jouer ce rôle comme un ouvrier spécialisé ». Voilà, c'est une idée de « on fait son boulot ». Avant que j'aille interviewer Jeanne Moreau, vous m'aviez dit elle peut parler très bien d'Orson Welles. Alors c'est ce que j'ai fait avant, c'est ce que je lui ai demandé de faire avant de la quitter. Il a très envie donc que vous parliez d'Orson Welles. Je crois que c'est... Ouais. Bah, Orson, vous le connaissez comme moi, vous avez vu des interviews, vous avez vu des photos, vous l'avez vu dans ses films. Orson est quelqu'un d'absolument opposé à François, c'est quelqu'un d'énorme, de totalement extraverti. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il dirige les acteurs, joue tous les personnages. C'est quelqu'un qui envahit un plateau complètement. C'est quelqu'un qui ne refuse pas les excès, la violence, les cris, les hurlements. Qui est aussi capable de s'émouvoir. Moi, je l'ai vu pleurer sous la caméra en suivant le jeu d'un acteur. C'est quelqu'un de désordonné, enfin, il est le contraire de François, qui lui aime bien organiser les choses et je suis sûre qu'il a un tas de carnets, que tout est bien classé. Orson va d'hôtel en hôtel, il doit laisser des bagages à droite à gauche, il donne des rendez-vous auxquels il ne va pas. Il fuit sa vie, on ne sait jamais où il est. Il vous envoie des télégrammes de Londres parce qu'il a une secrétaire là-bas, simplement pour brouiller les pistes, alors qu'il est en Yougoslavie ou peut-être au Mexique. C'est un homme un peu comme certains animaux sous-marins, vous savez, qui lâchent une sorte d'encre pour dissimuler leur disparition et leur présence. Est-ce que vous les avez vus ensemble l'un et l'autre? Non, je ne les ai jamais vus ensemble. C'est un spectacle. Oui, ça devrait être quelque chose. Il y a quelques éléments biographiques qui nous manquent, là, que je n'ai pas demandé à Jeanne Moreau, mais dont j'ai besoin pour faire une petite fiche signalétique. Là, François Truffaut, né en, par exemple. Oui, je ne sais pas si elle le sait d'ailleurs. Enfin, je suis né en 1932, le 6 février. Enfance. Enfance banale. Banale et pas banale, non. Un peu tourmentée, un peu contradictoire, un peu boiteuse. Adolescence aussi. Adolescence boiteuse, oui. Métiers exercés, nombreux, avant d'être critique de cinéma et puis réalisateur. Oui, mais métiers qui étaient des expédients. Nombreux. Nombreux, oui. Par exemple. Garçon de course, grouillot à la bourse, je ne sais pas, des choses comme ça, oui.
Je repense à cette habitude, ou plutôt à ce goût que vous avez de ne pas donner directement des indications, de ne pas aimer dire directement quelque chose à quelqu'un. Il me semble que d'une manière générale, vous aimez bien être avec vos amis, et en même temps que vous aimeriez bien les voir sans être vu d'eux, enfin un peu de choses près. Par exemple, vous avez souhaité que Jean Renoir participe à cette émission. Je suis allé le voir, mais vous n'êtes pas venu avec moi, vous avez préféré que j'y aille seul. Oui, j'étais grippé, mais enfin, Ouais. je pensais aussi que, oui, j'avais envie d'entendre les réponses qu'il donnerait à vos questions. Oui, probablement parce qu'il m'intimide beaucoup, je l'ai rencontré souvent, j'ai bavardé avec lui, mais pour bavarder, non pas ensemble, mais pour le public, pour la télévision, je pensais que ce serait... On aurait l'un ou l'autre une espèce d'embarras qui pourrait nuire, au fond. Bon, je suis donc allé voir Jean Renoir, qui était d'ailleurs sur le point de partir pour Hollywood. Il va là-bas se reposer, il va travailler aussi. Oui, c'est ça, je crois qu'il travaille sans arrêt. Il a fait moins de films ces dernières années, mais il écrit des livres, il écrit des souvenirs, il écrit des scénarios, il écrit des pièces. Je crois que c'est un homme qui est très doué. Mais lorsque, je reviens à ce que vous disiez à l'instant, lorsque vous avez une conversation avec lui, il faut bien à ce moment-là que, enfin, il y a un échange, c'est pas seulement, vous n'attendez pas tout de lui, vous le dites quand même. Oui, il y a un petit échange, oui. Je dis petit, je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit échange. Non, l'écart est tellement grand, à beaucoup de points de vue, que je ne me souviens pas, à vrai dire. Je ne me souviens pas. Dans nos premières rencontres, je l'ai interviewé, en fait. J'étais journaliste. Et c'était peut-être plus facile qu'ensuite, lorsque j'ai fait des films et qu'il me faisait des compliments, qui me faisaient très plaisir et qui, en même temps, me faisaient rougir. Enfin, vous voyez, je crois que finalement, on a eu moins de conversations depuis que je fais des films, alors qu'il me manifeste une grande tendresse, qu'on s'est écrit, justement, beaucoup. Oui. Donc je suis allé voir seul, par conséquent, Jean Renoir, chez lui, à Pigalle, avenue Frochot. C'est une rue un peu bizarre, d'ailleurs, un peu... Un grand contraste entre le quartier et la rue. Vous connaissez Truffaut depuis 25 ans à peu près, enfin, depuis la Libération? Oui, un petit peu après. Je l'ai connu par Bazin. À cette époque-là, il écrivait au cahier. Bazin était le grand Bazin que nous admirons tous. Et Truffaut était un peu son élève, son continuateur. Est-ce que vous avez été surpris qu'il quitte le côté critique pour passer du côté de la création? Pas du tout. Il y avait très longtemps que je m'étonnais, que je me posais la question suivante. Pourquoi diable Truffaut ne fait-il pas des films? C'est un homme né pour faire des films. C'est pas, il y a des gens qui arrivent à faire de la mise en scène avec un entraînement extrêmement ardu. L'entraînement extrêmement ardu, Truffaut l'a eu. Mais en même temps, il était tellement doué pour ça, ça se voyait, ça se sentait. Ça se sentait dans la conversation. Ça se sentait lorsqu'on parlait d'un film et qu'il faisait remarquer tel et tel détail de ce film. Ça se sentait dans ses articles. On se disait, il écrit, et j'adore lire ce qu'il écrit, c'est courageux, et puis c'est amusant, toujours. Ce qui est, à mon avis, une très grande qualité. Il a appris à faire des films en regardant des films. Il voyait je ne sais pas combien de films par semaine, des dizaines. Et c'est à force de voir des films qu'il s'est assimilé, sans que ce soit théorique, la technique des plus grands maîtres. Et je crois qu'en effet, c'est ça le grand service que rend la Cinémathèque. La Cinémathèque permet à des gens qui s'intéressent à ce métier d'apprendre. C'est le meilleur moyen.
C'est le meilleur moyen, ça correspond à... Bah, écoutez, c'est comme les musées. Si on fait de la peinture, il vaut mieux aller dans un musée de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faille copier les anciens, mais c'est pas mauvais de savoir ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il vous souvient d'avoir eu avec Truffaut une conversation un jour, parce qu'on n'en a pas souvent de ce type, très importante en ce qui concerne le cinéma ou la vie enfin. Non, je ne crois pas que nous ayons besoin d'avoir des conversations importantes. Je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, et quand nous sommes ensemble, nous n'éprouvons pas le besoin de parler beaucoup, et j'ai l'impression qu'on se dit cependant beaucoup de choses. Comme nous sommes d'accord sur presque tous les points, pourquoi les expliquer? Vous avez le sentiment d'être d'accord sur quel point? Alors, sur presque tous les points, c'est beaucoup. Oui, j'ai le sentiment d'être d'accord. Techniquement, je ne suis peut-être pas d'accord sur tous les points avec Truffaut, ni avec personne, ni avec les garçons de la Nouvelle Vague que j'admire en général. Mais, par exemple, je ne suis pas d'accord sur un point, c'est l'enregistrement non direct du son. Je crois personnellement à la prise de son direct. Maintenant, il faut avouer que la prise de son non direct a permis à la nouvelle école de prendre des vues, d'avoir des prises de vue qu'ils n'auraient pas s'ils avaient été encombrés par le son. La libération du son leur a permis des audaces photographiques qui n'auraient pas pu se permettre sans cela. Moi, personnellement, je tiens énormément au son. Non, mais là où, à mon avis, ce qui est important avec Truffaut, c'est qu'il a une qualité qui vaut mieux que n'importe quelle qualité de technicien. C'est un poète, et ça c'est très important. C'est un poète dans la vie, et c'est un poète à l'écran. Or, c'est ce dont nous manquons le plus. Des bons techniciens, ça se trouve, des gens sachant raconter une histoire, des écrivains adroits, à suspense, ça se trouve, des poètes, ça ne court pas les rues. Truffaut en est un. Là où j'ai été le plus amicalement jaloux de Truffaut, c'est dans Jules et Jim. Je me suis vraiment dit, ah là là, comme c'est bien, comme je voudrais avoir fait ça. Il y avait certains plans, je mourais de jalousie. Je me disais, c'est pas lui qui aurait dû le faire, c'est moi. Lesquels? Par exemple, le rire de Jeanne Moreau, lorsqu'ils ont un repas dans la prairie. Oui, ça c'est quelque chose qui vous paraissait presque vous appartenir. C'est quelque chose qui... Non, ça appartient à Truffaut, pas à moi. C'est Truffaut qui l'a trouvé, qui l'a filmé, qui l'a fait. Mais j'étais jaloux de ne pas l'avoir trouvé, de ne pas l'avoir fait. Je crois que François Truffaut aimerait que vous parliez du petit théâtre. Oh, très volontiers. Le petit théâtre est un petit théâtre. D'ailleurs, il est là devant vous. Oui. C'est un petit théâtre qui est grand comme ça, à peu près. Tout petit, visiblement en carton. Et j'ai pensé que c'était une bonne ouverture pour des films courts, pour bien signifier au public qu'il ne s'agit pas de réalisme, de reproduction de la vie, mais qu'il s'agit simplement de raconter des histoires et de les raconter, si possible, d'une façon théâtrale. Alors, ce petit théâtre, en somme, c'est une sorte d'étiquette. Ça consiste à dire aux gens, ne me prenez pas trop au sérieux, je ne vais pas vous donner des leçons, je vais simplement vous montrer Guignol. L'origine du premier des histoires que je montre sur la scène du petit théâtre est une histoire qui m'a été racontée par mon fils, qui est professeur dans une université américaine et qui à cette époque-là était à Harvard. Et à Harvard, on se racontait beaucoup l'histoire suivante. Un étudiant, fils d'une des familles les plus riches du monde, avait invité quelques amis dans le restaurant le plus élégant de Boston et avait demandé que la table soit contre la fenêtre, contre une fenêtre donnant sur la rue. Et dans la rue, il avait payé un clochard famélique pour regarder lui et ses amis manger les nourritures les plus dispendieuses pendant que lui crevait de faim, prétendant que pour vraiment apprécier de la très bonne nourriture, il faut savoir qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Je suis parti de là et j'ai orienté mon histoire vers un hommage à Andersen. J'ai la passion d'Andersen. Je l'ai toujours aimé, mais je l'aime beaucoup plus maintenant que je suis vieux. Quand j'étais petit, je ne le comprenais pas. Alors j'ai voulu monter une sorte d'hommage à Andersen en montrant une idylle entre ce clochard et une clocharde
et ils mourront sous la neige comme la petite fille aux allumettes est morte sous la neige. Jean Renoir vient de parler de Jules et Jim, et vous avez dit ce qu'il a dit là, qu'il était jaloux de cette scène, du rire de Jeanne Moreau? Non, pas précisément, enfin il m'avait parlé du film, oui. C'est un journal de 1962, c'est François en 1962, au mois d'avril je crois, et pour la publicité de Jules et Jim, vous avez cité une lettre. Monsieur, je savais que l'on pouvait être amoureux d'un être, parfois d'une ville si on a de la chance, mais j'ignorais que l'on pouvait avoir le coup de foudre pour un film. Depuis Jules et Jim, je l'ai découvert, merci et bravo, sincèrement vôtre. C'était la lettre d'un spectateur. Vous vous rappelez de cette lettre, je pense? Oui, alors je l'avais oublié, maintenant je m'en souviens. Oui. Il se trouve que Jean Brard, qui a réalisé les séquences filmées de cette émission, a retrouvé par hasard l'auteur de cette lettre. Et on a pensé qu'il vous plairait de faire sa connaissance, rassurez-vous, il n'est pas là. Pas d'effusion à craindre, par conséquent. Il est filmé. On va le voir. Vous aviez votre histoire personnelle à ce sujet? J'avais entendu dire quelque chose par Marie Dubois, oui. Quelque chose, c'était quoi? C'est-à-dire que la signature était illisible. Et lorsque on a fait un cliché de publicité pour les journaux, Marie Dubois, un mois plus tard ou 2 mois plus tard, m'a dit, tu sais, je sais qui a fait la lettre. Et elle m'a dit, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu signer parce qu'il était comédien, il ne voulait pas donner l'impression qu'il voulait un rôle. Je crois, il ne voulait pas donner l'impression que, oui, c'est ça, qu'il l'avait fait d'une façon intéressée. C'est comme je vous ai fait une promesse un peu tôt, d'ailleurs, l'auteur de la lettre, nous allons le voir dans quelques minutes seulement. Je voudrais qu'on s'étonne d'une absence maintenant, on s'étonne de l'absence d'Hitchcock. On s'en étonne à moitié puisqu'il est en ce moment, j'imagine, à Los Angeles, à Hollywood. Oui, il vit à Hollywood. Mais enfin, c'est quelqu'un qui devrait être là, non? Oui, enfin, c'est quelqu'un qui est important pour moi. Enfin, je lui ai consacré un livre, ou du moins, je suis allé l'interroger. Vous l'avez interrogé pendant combien de temps pour faire ce livre? Une 50aine d'heures, c'est-à-dire une semaine, oui, une semaine pleine. C'est rare de faire des interviews aussi longues. Oui, c'est rare, c'était vraiment la réalisation d'un rêve. C'est-à-dire, je lui ai écrit en lui demandant ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte, oui. Parce qu'il avait fait 50 films, et je voulais qu'il parle des 50 films, et qu'on ne soit interrompu par rien du tout, et qu'il me consacre une semaine. Enfin, ça l'a amusé, il a accepté. Comment ça s'est passé, physiquement, si je puis dire? Je suis allé à Hollywood avec mon amie Hélène Scott, pour faire la traduction. Et puis nous avons passé 8 heures par jour dans un petit studio. On enregistrait même pendant que nous mangions, avec des micros autour du cou, un ingénieur du son dans la pièce à côté. Et puis méthodiquement, avec des petits cartons, je passais en revue tous les films qu'il avait fait, que j'avais vus dans différentes cinémathèques, à Paris, mais aussi à Bruxelles et à Londres. Et je lui posais des questions sur chaque film, en suivant l'ordre chronologique. Je voulais avoir l'histoire d'un cinéaste et l'histoire d'une carrière, oui. Vous avez eu l'impression, en interrogeant aussi systématiquement et aussi profondément Hitchcock, que lui-même, pendant cette semaine-là, est devenu un critique peut-être encore plus aigu qu'il ne l'était auparavant de ses films. C'est ça, parce que dans la première indication, toujours quand on le voit, enfin, la première impression est toujours ironique, un peu comme avec Salvador Dali. On a l'impression que pour lui, la vie est une blague, ou du moins que l'image publique qu'il veut donner de lui est complètement blagueuse. Et je savais qu'il était sérieux, je le savais parce que les films sont très sérieux. Et assez vite, il est devenu sérieux. Et comme c'est un inquiet, un anxieux et un homme qui a un sens critique très fort, je crois qu'il a parlé avec franchise et même souvent avec dureté de tout son travail. D'après ce qu'il disait, dans quelle proportion un film, une fois terminé, était fidèle à l'idée qu'il en avait au préalable? Oh, je crois qu'il n'est content vraiment d'aucun film. Mais enfin, évidemment, il aspire à un cinéma complètement idéal. D'ailleurs, il a un atelier de dessin qui dessine chaque plan. Si vous voulez, il voudrait que les films qu'il tourne soient aussi contrôlés que peut l'être un dessin animé, par exemple. C'est-à-dire qu'il le dessine avant, entièrement? Le film est entièrement dessiné et après il demande, c'est le contraire évidemment de Renoir, c'est le contraire des gens qui laissent vivre les acteurs, il demande après à tous les gens qui collaborent avec lui de ressembler au dessin qui a été fait avant. C'est un cinéma qui tend vers une très grande stylisation de l'image. C'est un signe d'inquiétude à votre avis? C'est un signe d'un perfectionnisme, enfin, en tout cas? Non, c'est un besoin mais éperdu de se faire comprendre.
vraiment, de se faire comprendre et d'organiser un spectacle. C'est probablement une chose qui me touche dans un sens de progression dramatique et d'intérêt croissant. C'est l'idée également, le spectacle contre la vie. La vie est ennuyeuse, et bien le spectacle doit effacer les taches d'ennui et le spectacle doit être fascinant d'un bout à l'autre. C'est cette idée de fascination qui me plaît chez lui. Se faire comprendre, vous aimez ça, vous aussi? Aussi, oui, oui, oui. Je crois que c'est le complexe des autodidactes, ça. C'est la faiblesse des autodidactes, c'est qu'ils ils veulent convaincre, oui. Oui, je crois. Et ne pas faire comprendre, ça vous agace. Enfin, quelqu'un qui ne cherche pas à vous faire comprendre. Je voudrais, ah oui, souvent j'aimerais bien avoir une conviction et ne pas chercher à la partager, mais en fait on cherche à la partager, oui. Si un livre me plaît et que je pense à 2-3 personnes qui seraient concernées par ce livre, je l'achète en 4 exemplaires et je le renvoie, oui. Bon, je crois que maintenant, faire une petite parenthèse, et je voudrais quand même vous présenter indirectement l'auteur de la lettre, l'auteur qui pour vous est encore anonyme. L'anonymographe. Oui. J'ai vu Jules et Jim tout de suite à la sortie. Ça a été pour moi une espèce de coup de foudre. C'est merveilleux, je dois dire. C'est un film, je l'ai reçu comme un choc, quoi. Je suis rentré un peu idiotement. J'étais beaucoup plus jeune et il a fallu que ça se passe. J'ai écrit à Truffaut tout de suite une lettre qui est partie spontanément et qui a dû être à moitié illisible, j'imagine. Mais enfin, de toute façon, quelque temps après, je descends au bistrot du coin pour prendre le petit déjeuner. J'ouvre un canard qui était là au hasard sur le comptoir. Puis je passe à la rubrique spectacle tout de suite là. Et je vois ma lettre publiée comme publicité du film, avec la mention voici l'opinion d'un spectateur. Alors j'ai été très très surpris et puis je me suis dit après tout c'est normal étant donné que j'ai écrit, alors il a dû la recevoir. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il la publie. J'ai jamais vu Truffaut et je l'ai toujours pas vu et je le connais pas. Sympathique, non? Oui, oui, formidable. Et puis en même temps, oui, ça me donne un peu des remords. Enfin, c'est-à-dire, il a fait une chose de très grande pureté et on en a fait un usage un peu impur puisqu'on a donné ça aux publicistes, qu'on a fait un cliché. Et j'imagine en même temps que dans la profession, je me souviens pas, puis d'ailleurs c'est pas un événement même dans l'histoire du journalisme, mais j'imagine que personne ne pouvait croire que c'était une vraie lettre, par exemple. C'est drôle, oui.